Donc, nous accueillons à présent Monsieur Hervé Le Toqueux, qui est donc chef de la division des opérations à Viginum, qui est donc le service technique et opérationnel de l'État en charge de la vigilance et de la protection contre les ingérences numériques étrangères. Et donc Hervé, vous allez donc notamment nous présenter une campagne de manipulation de l'information et nous parler également des missions de Viginum. Je vais essayer en tout cas. Bonjour à tous et merci d'être resté après Olivier. C'est difficile de parler à Olivier parce que tout est super bien structuré. Donc je m'appelle Hervé Le Toqueux et effectivement je suis le chef de la division des opérations à Viginum, qui est un service de l'État qui lutte contre une forme particulière d'ingérence étrangère qu'on appelle les ingérences numériques étrangères. Je vais revenir sur la définition de tout ça évidemment. Mon petit parcours perso juste avant, je suis un ancien enquêteur de la douane judiciaire, donc j'ai plutôt une formation juridique. J'ai travaillé beaucoup dans le blanchiment d'argent, etc. Mais je suis aussi passé par la lutte antiterroriste juste après les attentats de Paris en 2015. J'ai travaillé 3 ans pour les juges antiterroristes sur la partie forensique, c'est-à-dire l'extraction de données de disques durs, de supports numériques et leur utilisation en termes de preuves au pénal. Et déjà à l'époque, je me suis intéressé à toute cette partie OSINT dont parlait Olivier, et ça fait un peu le joint avec tout ce qui a été dit avant. On va aussi reparler d'OSINT tout à l'heure dans un cas de manipulation d'informations. Et puis j'ai travaillé également à l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, toujours sur cette partie OSINT, mais on va dire plutôt sur la lutte contre, enfin en tout cas les piratages informatiques et les protections des infrastructures critiques de l'État en matière informatique. Et j'ai rejoint donc Viginum en janvier 2023 pour diriger cette division des opérations dont je vous parlerai tout à l'heure. Et en parallèle de tout ça, en 2019, j'ai monté une ONG, une association. Ça a été beaucoup le cas il était beaucoup évoqué le cas des ONG, des activistes. J'ai monté une association, loi 1901, qui s'appelle Open Facto et qui forme et qui essaye de fédérer un petit peu l'écosystème OSINT en France, qui forme des journalistes, des activistes, comme l'a très bien expliqué Olivier tout à l'heure. Alors pour revenir au sujet d'aujourd'hui, je vous préviens tout de suite, je suis extrêmement bavard et je peux parler de Viginum pendant des heures, donc il faudra m'arrêter et je regarderai de temps en temps le temps qu'il y a derrière. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ce que sont les ingérences numériques étrangères et d'une manière plus générale sur la menace informationnelle telle qu'elle est aujourd'hui, en vous dressant un peu d'abord un petit état de cette menace derrière. Alors qu'est-ce qu'on entend par menace informationnelle ? Depuis le début, on va dire, des années 2010, on a vu un nombre croissant de démocraties qui ont fait l'objet de manœuvres de déstabilisation qui utilisaient des campagnes de manipulation de l'information. Vous avez tous en date l'élection américaine en 2016, probablement. En France, il y a eu deux événements clés sur ce sujet précis. Le premier élément, ça a été l'affaire qu'on a appelée les Macron Leaks. Ça vous parle, ça, à peu près ? Certains d'entre vous n'étaient peut-être pas nés déjà. Non, je blague, évidemment. Macron Leaks, c'est quoi ? En fait, c'est un piratage informatique qui a lieu entre 2 tours de l'élection présidentielle, donc c'est pas rien, surtout dans un contexte très particulier, puisque ce piratage et cette exposition de données a lieu durant la période de silence avant le deuxième tour. Donc c'est à ce qu'on appelle un hack and leak, c'est un piratage informatique des boîtes mail du candidat Macron à l'époque, et avec une exposition publique et donc une campagne de manipulation de l'information en ligne, avec des acteurs qu'on voit toujours circuler aujourd'hui, je pense en particulier à Jack Posobiec. Tout ça est largement documenté en source verte. Et ça a été un premier séisme, un petit peu, et un grand révélateur du danger que pouvaient représenter ces opérations de déstabilisation. Premier événement, donc, 2017. Puis 2020, deuxième événement, c'est l'assassinat du professeur Samuel Paty, qui n'est pas directement lié à une campagne de manipulation de l'information, on pourrait éventuellement en discuter, mais ce qui s'est passé, c'est que derrière cet assassinat, il y a eu des déclarations très très fortes du président de la République à l'époque, et ces déclarations, en fait, ont servi de base à une campagne d'ingérence numérique en France et de tentative de déstabilisation du débat public français de la part d'un acteur étranger. Et ça a été un petit peu le deuxième électrochoc qui a conduit à la création d'un service à compétence nationale que je vais détailler juste après. Alors, quels sont les objectifs qui sont poursuivis par ces acteurs qui font de la manipulation de l'information ?
Le premier qui peut vous venir en tête, c'est d'influer sur la conduite politique d'un pays, et notamment ses élections. Et ça, c'est le cas de 2 exemples que je vous ai cités juste avant. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit une période assez troublée de l'histoire, et que pas mal de conflits se déroulent actuellement dans le monde. Une campagne de manipulation de l'information, ça peut servir à soutenir un allié ou alors à affaiblir un adversaire. Ça, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du possible. D'une manière plus prosaïque, il peut être intéressant pour un acteur de la menace de semer le trouble, de tenter de semer le trouble dans l'ordre public de ce pays qui est ciblé, à la fois juste pour semer du trouble, mais également pour soutenir des narratifs qui lui sont propres. Et puis un autre point qu'on pourrait évoquer, il y en a plein d'autres, c'est d'essayer de supprimer du champ informationnel certaines idées, c'est-à-dire de le faire disparaître, ou en tout cas de semer le trouble sur ces idées. Et tout à l'heure, Olivier parlait du vrai, du faux, et d'abolir cette frontière entre le vrai et le faux. Cette manipulation de l'information, elle émane évidemment essentiellement d'États, généralement des puissances régionales, mondiales, qui ont la volonté de projeter leur puissance hors de leurs frontières, mais pas que. Et aujourd'hui, on a affaire à d'autres types de menaces qui sont également traitées à Viginum. Autre type de menace, la menace privée, par exemple. Est-ce que vous vous souvenez du dossier Forbidden Stories, Tim Roche, si ça vous parle, où là on avait un acteur israélien, donc une entreprise privée, qui se faisait fort, contre rémunération évidemment, d'influer sur le cours d'élections, notamment en Afrique, mais pas que, et en tout cas de modifier la perception du débat numérique sur certains sujets. Donc on a des acteurs qu'on va appeler non étatiques, privés, en tout cas avec des intérêts privés, qui parfois rejoignent de très près les intérêts d'État. Souvenez-vous là aussi du groupe Wagner, qui a été démantelé, mais qui continue d'exister sous sa forme actuelle. Mais ça aussi, ce sont des mouvements non étatiques, très très proches quand même d'intérêts de certains pays. Et puis on a une menace un peu plus diffuse, un peu plus complexe à manipuler. Ce sont des groupes structurés qui ne sont pas à la solde d'un État, ou en tout cas qui ne travaillent pas forcément pour un État, mais qui ont un agenda propre et qui ont su utiliser les armes de la manipulation de l'information pour exister. Je pense là par exemple à des mouvements comme l'alt-right anglophone, par exemple. Donc c'est tout ce qui irrigue le débat de l'extrême droite en Europe. Mais également des groupes plus diffus comme les covidosceptiques, les climato-sceptiques, etc., qui jouent sur les politiques publiques, en tout cas qui cherchent à peser sur les politiques publiques. Les ingérences numériques étrangères, et dans cet acronyme INE, on a bien mis le N de numérique, et encore une fois c'est la mission de Viginum, c'est une catégorie à part entière de ces ingérences numériques. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent être extrêmement variées, elles sont peu coûteuses. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, manipuler le débat numérique sur Internet avec les outils qui sont actuellement à notre disposition, c'est relativement simple et ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Elles ont assez vite une portée mondiale et on peut dire, en franchissant une porte très ouverte, que c'est quand même habilement manié, toutes ces techniques sont habilement maniées par certains de nos compétiteurs stratégiques, je pense notamment à des acteurs proches de la Russie. Et évidemment, ça fait peser une menace réelle, sérieuse sur nos intérêts fondamentaux, et cette notion d'intérêts fondamentaux, elle est au cœur de la mission du service aujourd'hui. Lorsque vous avez par exemple un réseau ou une plateforme numérique telle que X, donc qui est né du rachat de Twitter par Elon Musk, qui est à la fois une plateforme de diffusion d'idées et à la fois à la solde d'un entrepreneur qui aujourd'hui a un ancrage clé dans la politique américaine, on voit bien que c'est assez complexe à appréhender. Et évidemment, cette menace, elle est par nature très évolutive, en fonction de l'activité internationale, nationale, et évidemment, elle nécessite une vigilance quotidienne pour en appréhender toutes ces formes mouvantes. Et puis évidemment, il y a tout un pan de communication stratégique à envisager derrière. Alors j'ai parlé des acteurs, etc. À Viginum, on évite de parler des acteurs sur lesquels on travaille. Vous pouvez
mais on a publié sur le sujet, et je parlerai d'une campagne proche des intérêts russes. Donc évidemment, on travaille sur ce type d'État, on travaille encore une fois sur des acteurs privés, para-étatiques, et puis ces autres groupes derrière. Ces acteurs, ils ont tous une maturité un peu différente. Vous avez des acteurs qui sont très peu matures, qui vont utiliser des techniques toutes bêtes d'amplification de hashtags, par exemple, sur des réseaux sociaux. Ce sont des campagnes qui ne coûtent pas très cher, qui sont technologiquement pas très évoluées, mais qui ont un impact certain. Si vous repensez par exemple au hashtag l'an dernier Abaya, à la rentrée de septembre 2023, vous avez tout de suite un aperçu de l'impact que peut avoir le type de manipulation sur ce type de hashtag. Vous avez des acteurs qui technologiquement sont faibles, mais qui disposent de ressources financières assez importantes et qui vont recourir aux acteurs dont je parlais tout à l'heure, aux acteurs privés notamment, pour opérer des campagnes avec un peu plus de sophistication et un peu plus de technique et qui seront également efficaces. Sur ce sujet, Viginum avait documenté en tout cas communiqué sur une campagne d'influence qui s'appelait Olympia, par l'acteur proche des sphères azerbaïdjanaises. Ces campagnes étaient menées par des boîtes de stratégie digitale, des influenceurs, de l'écosystème azerbaïdjanais derrière. Et puis vous avez des acteurs qui ont intégré très très tôt et depuis fort longtemps la manipulation de l'information dans leur technique de guerre. Et aujourd'hui, ces acteurs maîtrisent complètement, comme on dit dans le football, tous les compartiments du jeu. C'est-à-dire qu'ils sont capables à la fois de faire de la manipulation de hashtags, mais des choses beaucoup plus complexes et de monter des infrastructures, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc on a une complexité un petit peu de ces acteurs et des maturités différentes. Alors pour répondre à cette menace informationnelle, et plus particulièrement donc à ces ingérences numériques étrangères, la France s'est dotée d'un outil, un service qui s'appelle Viginum, donc et qui dépend aujourd'hui du secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale. Donc c'est un organisme interministériel par définition, ce qui est une petite curiosité à l'échelle européenne, hein, ce dispositif interministériel. Et Viginum aujourd'hui remplit une mission uniquement défensive. On ne fait pas d'attaque, on ne fait pas de désinformation nous-mêmes. Nous sommes là pour détecter et caractériser les manœuvres d'ingérence sur les plateformes en ligne au sens large du terme. Historiquement, Viginum s'est positionné sur les réseaux sociaux et effectivement c'est le premier vecteur de diffusion de ce genre d'informations. Mais aujourd'hui, on a largement élargi le spectre de nos recherches et on traite aujourd'hui un ensemble de plateformes qui vont des sites internet. On travaille évidemment sur d'autres couches de l'internet. Donc aujourd'hui, on cherche des ingérences numériques étrangères, donc la participation d'un acteur étranger. Et le dernier point, c'est qu'il faut évidemment que ces campagnes visent à cibler les intérêts fondamentaux de la nation. Je vais un peu définir tout ça. Aujourd'hui, Viginum, c'est un service d'investigation en ligne et on ne travaille qu'à partir de la donnée publiquement accessible. Et Olivier a parlé de l'OSINT, c'est exactement notre matériau aujourd'hui. On ne traite que de l'information qui est librement accessible en ligne. D'accord ? Je résume souvent ça en disant ma mère est capable d'avoir le même niveau d'accès à l'information que moi, et c'est exactement le cas. Elle est capable de récupérer cette information de la même manière. Je définis souvent le service d'une manière simple, c'est de dire ce qu'on n'est pas. On n'est pas un service de renseignement, d'accord ? On n'est pas un service judiciaire, on ne dispose d'aucun pouvoir juridictionnel aujourd'hui pour enquêter. On n'est pas un service de fact-checking, et c'était un des dangers en fait qui planait sur la création de ce service. Imaginez donc en 2021 la création du service, la société civile était susceptible d'avoir peur d'une entité que l'État créait qui aurait été capable de dire voilà ce qui est juste, voilà ce qui est faux, voilà ce qui est objectivement de confiance, voilà ce qui ne l'est pas. Donc ça c'était un des grands dangers. Nous ne sommes pas à Viginum aujourd'hui le ministère de la vérité. Ça, c'est très important. Nous n'avons également aucun pouvoir d'injonction auprès des plateformes. Je ne suis pas capable aujourd'hui d'adresser un mail aux plateformes en disant « je veux des informations sur tel utilisateur ». Ça n'existe pas. On ne peut pas travailler de cette manière-là. Et aujourd'hui, et j'insiste lourdement sur ce point, ma seule source d'information, c'est ce qui est publiquement valable.
toujours dans cette idée de cette crainte du ministère de l'Information, pardon, assez tôt, en fait, dès la création du service, il y a eu la prise en compte de cet élément-là, et on a un cadre d'emploi assez strict, un cadre juridique, c'est la partie un peu ennuyeuse de la présentation, je pense, mais qui est quand même nécessaire. On a un cadre d'emploi assez strict. On a d'abord 2 décrets qui fixent notre mode de fonctionnement. Le premier décret, qui date de juillet 2021, il décrit un petit peu le fonctionnement du service, et il décrit ce sur quoi nous allons travailler, les ingérences numériques étrangères, INE. Alors comment on caractérise une INE? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'une INE? Il a fallu le définir dès le départ. Premier critère qu'on utilise, ça va être, je vais les citer un petit peu dans l'ordre le plus évident, c'est le critère de contenu. Le contenu, il doit être manifestement faux, inexact ou trompeur. D'accord ? Alors je vous le donne en premier parce que c'est le premier critère qui semble le plus évident. Ce n'est pas forcément le critère aujourd'hui qu'on utilise le plus pour détecter des ingérences numériques étrangères. Pourquoi ? Parce que le contenu, ce sont souvent des éléments de langage qui sont assez clichés. La France est un pays colonial. La France soutient les nazis ukrainiens. La France va avoir des problèmes d'énergie à cause du conflit en Ukraine. Donc ça, c'est un peu des sujets assez récurrents en termes de narratif. On va plutôt utiliser pour détecter et caractériser le deuxième critère, qui est celui de la diffusion. Et cette diffusion, pour nous, on doit réussir à démontrer qu'elle est artificielle ou automatisée, massive, ou en tout cas qu'elle tend à être massive et délibérée. En gros, celui qui lance ce message cherche à faire le buzz. Et donc, usage de trolls, usage de bots, ou toute autre technique d'amplification artificielle. Donc ça, c'est vraiment le critère principal pour nous. Et aujourd'hui, on se fixe beaucoup sur ce critère, à la fois parce que ça nous permet de suivre au long cours des campagnes de manipulation de l'information, beaucoup plus facilement qu'en se fixant uniquement sur le contenu. Si vous vous fixez sur le contenu, vous êtes toujours en réactif. Vous détectez un message, vous dites « Ah, ce message est manifestement faux et trompeur », mais c'est trop tard, en fait, par définition. On se focalise aujourd'hui essentiellement sur la diffusion. On vient ensuite, dans le cadre de la caractérisation de la campagne, sur la notion de contenu. Troisième critère, il faut que la campagne vise les intérêts fondamentaux de la nation. Alors pour partir de cette notion, on est parti du code pénal, tout bêtement. C'est assez bien défini dans le code pénal. Aujourd'hui, on a une vision un peu plus large, une acceptation un peu plus large de ce que sont les intérêts fondamentaux de la nation. Je vous donne un ou 2 exemples. Premier exemple, la politique de santé publique en France, c'est un intérêt fondamental de la nation. Or, des groupes structurés aujourd'hui, je vous parlais des sphères conspirationnistes, par exemple. Aujourd'hui, des groupes structurés étrangers, avec leur propre agenda, cherchent à s'immiscer, s'ingérer dans le dispositif, dans le débat public français sur ces notions-là. Or, clairement, la politique vaccinale, la politique de santé publique française est un élément, un intérêt fondamental de la nation. On a la même chose du côté des climato-sceptiques. La politique environnementale de la France, c'est un intérêt fondamental de la nation. Donc on cherche à avoir vraiment une vision assez large de ce que sont ces IFN. Le dernier point qui est très important pour comprendre la mission, c'est qu'aujourd'hui, on cherche au quotidien dans nos investigations l'implication d'un acteur étranger. Et ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que Viginum ne traite pas de la menace domestique. Il faut impérativement qu'un acteur étranger, quel qu'il soit, on n'a pas besoin de démontrer son rôle concret, mais on a besoin de montrer sa présence dans ces campagnes d'information. Donc voilà en gros comment le décret initial nous a cadré la mission. Et puis on a un deuxième décret qui date de décembre 2021 et qui derrière va nous autoriser à collecter massivement de la donnée sur Internet. Je reviens toujours à cette boucle qui était de dire dès le départ peur de la société civile, un petit peu de fantasme autour de la mission. Est-ce que finalement on ne va pas créer ce ministère de la vérité? Est-ce qu'on ne va pas ficher les gens? Alors je vous rassure, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a un décret qui nous permet de satisfaire aux obligations de la CNIL en matière de collecte et de stockage de données. On a par décret aujourd'hui 16 plateformes sur lesquelles on peut automatiquement
collecter de la donnée par scrapping. On n'a pas de coopération particulière de la part de ces services. La liste est disponible sur le site internet du SGDSN, elle est tout à fait publique, elle est révisée quasiment chaque année. Le seuil qu'on utilise aujourd'hui, ces plateformes doivent avoir plus de 5 millions de visiteurs uniques France mensuellement. D'accord ? Alors très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir aller récupérer massivement de la donnée sur les plateformes méta, typiquement Instagram, Facebook par exemple, mais qu'à l'opposé, on ne va pas pouvoir aller sur des plateformes comme VK. VK, c'est le Facebook russe. Il y a énormément de manipulation de l'information qui provient de cette plateforme. Aujourd'hui, on n'est pas capable de la traiter automatiquement. Mes analystes peuvent y aller manuellement, sans aucun souci, et enquêter manuellement, mais absolument pas automatiquement. Donc ces deux décrets, ils cadrent un petit peu notre activité. Et puis le dernier point, toujours dans cette idée de prendre des précautions vis-à-vis d'un mésemploi de la structure, on s'est doté d'un comité éthique et scientifique qui est indépendant et qui nous accompagne au quotidien dans nos activités opérationnelles. Alors j'exagère un petit peu en disant quotidien, on va plutôt dire de manière hebdomadaire. Pourquoi? Parce qu'ils relisent l'intégralité de nos prods, ils ont accès à toutes nos productions, tous nos rapports de détection et de caractérisation. Ils ont également accès à l'intégralité de nos collectes de données. Et ils regardent si on ne fait pas n'importe quoi avec ces données. Spoiler, on ne fait pas n'importe quoi, donc tout va bien. Et en tout cas, ils nous accompagnent dans notre activité oui, quasiment au quotidien. Donc ça, c'est très important d'avoir ce cadre juridique qui sont derrière. La division dont je m'occupe aujourd'hui, la division des opérations, elle concentre 70% des effectifs. Elle est divisée en deux pôles. Donc, aujourd'hui, à Viginum, il y a à peu près 52 personnes. On sera 56 à la fin de l'année. Vous voyez, c'est un tout petit service, avec un budget de fonctionnement relativement faible. On est autour de 2 500 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Pour une administration, un service à compétence nationale, c'est peu. Ma division, elle est divisée en deux groupes, enfin en deux pôles. Un bureau acteurs-menaces, qui sont plutôt des profils géopolitiques, des analyses de la menace. Et je reviens sur une notion qui était très importante qu'Olivier indiquait tout à l'heure. Aujourd'hui, même si je travaille sur de l'OSINT, je ne cherche pas des OSINTeurs. Je cherche des analystes. Et c'est un petit peu différent. C'est comment on récupère la donnée, ça on sait faire. Comment on l'analyse, comment on la met en perspective. Et qu'est-ce qu'on en tire finalement, c'est beaucoup plus important. Donc ça, c'est le bureau acteurs-menaces. On a un fonctionnement par acteur. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais je suis prêt à répondre à quelques questions si je peux. Donc ça, c'est la première partie. Les profils, c'est plutôt des profils évidemment géopolitiques, sciences politiques, mais pas que. Aujourd'hui, on cherche à diversifier notre recrutement. On a par exemple des spécialistes du marketing digital. On s'est rendu compte que les campagnes de manipulation d'informations sur Internet sont très très proches des stratégies de marketing digital. Connaître ce que c'est le SEO par exemple et le système de référencement de site Internet, c'est primordial pour nous. Donc on recrute aussi ce genre de profil. On a recruté un ancien journaliste aussi qui est spécialiste d'un terrain numérique très particulier sur lequel on travaille. Donc vous voyez, on essaye aussi d'avoir des profils assez divers. Puis on a un deuxième bureau qui est une partie TechOps, puisque par définition, on manipule de la donnée en grande quantité, donc on a des besoins techniques importants. Ce bureau TechOps, il est divisé en 3 entités. Une première entité qui est celle de l'IT, c'est de construire notre écosystème, construire les plateformes sur lesquelles on peut déployer nos outils de travaux. Et puis assurer que nos analystes travaillent en toute sécurité. Donc là, les profils, c'est plutôt des DevOps, pour si ça vous parle, et puis des devs full stack, construire les applications, toute l'interface humaine derrière. Le deuxième profil, qui est la partie qui a été réellement prégnante dès le début de la création du service, c'est la partie data science. Et aujourd'hui, j'ai un data lab opérationnel qui est vraiment, je pense, et je le dis sans fausse modestie, à l'état de l'art. On a 3 docteurs en data science et aujourd'hui, on produit de la recherche à Viginum et on produit également de l'outillage pour pouvoir détecter et caractériser ces campagnes. Et ça, cette approche data, elle est nécessaire. Et puis la troisième partie, j'y reviendrai un petit peu à la fin, qui va vous concerner un peu plus, qui est la partie knowledge management. Aujourd'hui, Viginum, c'est un jeune service, donc on a commencé à travailler beaucoup et on produit énormément, mais on aspire aussi à une forme de pérennité. Et on a besoin aujourd'hui de documenter ces campagnes et de garder la mémoire de cette information. Au-delà de Viginum, aujourd'hui, Viginum s'inscrit dans un écosystème. Je vous ai parlé d'interministériel tout à l'heure. On travaille
et on coordonne les travaux à l'interministériel, là aussi petite spécificité française, mais très important de synchronisation avec l'interministériel. On échange des éléments avec nos partenaires donc, de l'interministériel, ministère de l'Intérieur, évidemment, le Quai d'Orsay. Dans ingérence numérique étrangère, il y a étranger, donc on traite nécessairement avec le Quai d'Orsay, mais également le ministère de la Défense, le ComCyber et tous les acteurs qui traitent de la LMI, les manipulations de l'information au sein de l'interministériel. Et on a évidemment des travaux qu'on mène au niveau européen. On essaye de développer des partenariats. Aujourd'hui, Viginum est le seul service de cette forme en Europe. On a un équivalent en Suède qui s'appelle l'Agence de défense psychologique. On dit toujours que c'est un équivalent. En réalité, ils ont des missions un peu différentes. Ils ne traitent pas de la menace au sens opérationnel forcément du terme, mais ils ont plutôt tout un tas d'actions en matière de sensibilisation du public. C'est un fonctionnement très nordique. Ils sont assez pionniers sur le sujet. Mais voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas de service équivalent en Europe, voire au monde, mais on développe des partenariats avec d'autres structures qui existent dans d'autres pays aujourd'hui. Et évidemment, on collabore avec des institutions européennes comme le SEAE ou d'autres mécanismes de réponse à la manipulation de l'information. Cette année 2024 a été une année un petit peu particulière parce qu'elle était extrêmement tendue. D'abord parce qu'encore une fois, le service est un peu jeune et qu'il monte en puissance. Et que, à titre d'exemple, j'ai dû recruter une vingtaine de personnes cette année avec tout ce que ça impose comme process, à la fois de recrutement, de sélection des candidatures, mais également d'intégration de ces agents dans l'équipe. Tout ça dans un contexte géopolitique qui est assez troublé. Conflit en Ukraine, conflit au Moyen-Orient. Et puis une année 2024 très particulière. 51% de la population était sous élection cette année, en France particulièrement, avec des élections prévues, et puis des élections pas forcément prévues, qu'il a fallu surveiller, monitorer et anticiper. Donc des échéances très importantes pour nos compétiteurs, et un moment pour eux de faire valoir leurs idées et d'essayer de s'immiscer dans le débat public. Donc ça a été une année un peu difficile. Je ne m'étendrai pas trop sur le résultat des élections, mais on a publié un rapport sur un deuxième événement qui a eu lieu cette année. C'est évidemment les Jeux Olympiques. Alors on a travaillé sur la menace autour des Jeux Olympiques depuis très longtemps, puisque c'est un événement avec un retentissement mondial, pour ne pas dire autre chose, et que ça représente une fenêtre d'opportunité pour nos compétiteurs extrêmement importante quand on veut faire des choses un peu sales, parce qu'on s'assure d'une visibilité maximale, un peu de frais. Donc évidemment, dès le début de 2023, on a suivi cette phase en prévision de 2024. On s'est servi notamment d'un crash test, c'était la Coupe du Monde de rugby. Alors spoiler alerte, la Coupe du Monde de rugby, ça n'intéresse pas nos compétiteurs en général, ou en tout cas ils n'y ont pas vu la fenêtre qu'ils espéraient voir. Mais nous, ça nous a permis de roder notre dispositif, et déjà à l'été 2023, donc il y a plus d'un an maintenant, on avait détecté cette campagne dont je vous parlais tout à l'heure, Olympia, qui était une campagne de dénigrement de la France. En gros, la France est incapable d'organiser ce genre d'événement, et il y a des gros problèmes de sécurité derrière. On a traité évidemment cette menace. Alors, les objectifs qui étaient poursuivis par les acteurs sur ces campagnes, c'était de porter évidemment atteinte à l'image et à la réputation de la France, en dénigrant sa capacité à organiser l'événement, ça on l'a vu, en tout cas on a vu ces tentatives, de produire aussi des effets dans le champ économique. Ça c'était très important, énormément de sponsors, énormément d'activités attendues de manière commerciale pendant toute la durée de ces jeux, et évidemment il y avait la tentation de s'attaquer aux parties prenantes de cet événement derrière. Il y avait d'autres choses plus subtiles, c'était de remettre en cause certaines valeurs universelles et démocratiques qui sont défendues par la France. Et puis, en parallèle de tout ça, évidemment, la défense pour certains de nos compétiteurs de modèles politiques alternatifs. Et tout ça, de le faire, encore une fois, avec une visibilité maximale. Et puis le dernier point, c'est qu'il y avait probablement une tentation, et on l'a vu, si vous vous souvenez, avec les cercueils, avec les tags dans la ville de Paris, l'idée de générer, d'amplifier des troubles à l'ordre public dans la vie réelle, afin de générer le bon déroulement de ces événements. Et c'est cette notion un peu d'hybridité, dont j'aime pas tellement le mot, mais en tout cas de ce continuum entre la vie réelle et la vie numérique qui était visée derrière.
Alors, on a identifié 43 manœuvres informationnelles qui ont directement ciblé les jeux en 2024. Ça peut vous paraître beaucoup, pas beaucoup, je ne sais pas quelles sont vos références. Pour nous, c'est une activité soutenue en tout cas. On n'a probablement pas tout vu, mais on a vu quand même beaucoup de choses. Si on met en rapport, par exemple, avec ce que les éditeurs de sécurité ou les ONG ou les journalistes ont pu documenter, on n'est pas très loin d'une volumétrie assez fiable en fait de ce qu'on a vu ou pas vu derrière. On a relevé 2 campagnes numériques planifiées et coordonnées. Hein, c'était notamment la campagne Olympia derrière. Alors, en termes d'impact, spoiler, ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Pourquoi? Parce que globalement, l'événement c'est plutôt très très bien déroulé, et très très bien organisé. Tout ce qu'on anticipait sur les problématiques de transport, de désorganisation, etc., bah, ça n'est pas arrivé. Est-ce que c'est parce que les Parisiens n'étaient plus là? Je ne sais pas. Je suis moi-même parisien, mais je suis resté. Il fallait travailler. Évidemment, blague à part, le buzz sur les réseaux était plutôt très très positif. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous aviez tout switché off pendant la campagne, mais l'événement s'est plutôt très bien déroulé. Et en fait, toutes les tentatives de désinformation ou de manipulation de l'information sur ce sujet-là ont échoué dans la campagne parce que globalement, le bruit médiatique était très positif. Donc ça, c'est plutôt très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a vu en termes de mode opératoire? Et je vais revenir en détail sur autre chose, mais juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de comment ça se présente. On a vu des manœuvres sous fausse bannière, ce qu'on appelle les false flags. C'était en gros un mode opératoire qui consiste à exécuter une opération d'influence en ligne ou d'ingérence en ligne, mais de le faire porter la responsabilité sur un autre acteur. Et ça, il y a certains acteurs étrangers qui sont très très forts sur ce sujet-là. Donc ça a été une des grosses campagnes qu'on a vues. Enfin une des grosses manœuvres qu'on a vues plus exactement. Je vous ai déjà parlé du dépôt des cercueils et des tags, et donc l'amplification en ligne de ces actions. Donc en gros, on paye 3 obscurs moldaves qui déposent dans une fourgonnette 5 cercueils au pied de la Tour Eiffel, et puis on prend des photos. L'ensemble du dispositif soit est arrêté, soit disparaît dans la nature. Et puis, on amplifie cette campagne sur les réseaux sociaux. Donc ça, on l'a vu. Et ça rejoint ce que Kevin Limonier évoque sous le terme de... et je ne l'ai plus en tête à l'instant T, mais bref, ce sont des manœuvres vieilles comme le monde, en tout cas. Très très utilisées par les acteurs proches des milieux russophones. On a vu du doxing d'athlètes. Ce qui a été intéressant, c'est l'usage de l'IA. On pourrait parler des dangers de l'IA, et ça a été un peu évoqué par Olivier tout à l'heure. On a vu beaucoup de production de contenu par intelligence artificielle. Alors ça vient du fait que, évidemment, les technologies aujourd'hui se démocratisent à vitesse grand V. Donc on l'a vu. Je reviendrai tout à l'heure sur l'IA et notre manière d'appréhender cette menace. Mais il y a eu beaucoup d'usurpation de médias également, la création de faux sites internet, faux médias, ou la diffusion de fausses informations par des comptes sous des comptes de fact-checkers, par exemple. Et Viginum a été victime de ces campagnes. C'est-à-dire sous notre compte Twitter, par exemple, si vous allez dans les réponses, vous allez voir énormément de bots qui nous demandent d'aller fact-checker des informations ou qui félicitent notre travail, mais de manière exagérée évidemment derrière. Donc nous sommes également victimes de ces campagnes de désinformation. Alors, je vous rassure, on ne communique pas sur ces sujets, l'essentiel étant de ne pas donner de la visibilité à ces campagnes qui n'en ont aucune. Autre technique qu'on a vu passer, c'est la décontextualisation de vidéos. On prend une vidéo authentique, et puis on la décentre, et on donne un narratif derrière cette vidéo qui n'est pas la bonne. Un autre mode opératoire qu'on a vu, c'est le recours à des influenceurs, notamment sur certaines plateformes assez célèbres, type TikTok par exemple. Donc on utilise un compte à forte audience qui est rémunéré souvent. Alors parfois c'est un peu l'idiot utile, parfois un peu moins idiot utile, on va dire ça comme ça, mais ça permet en fait de banaliser un contenu et puis de s'assurer que la diffusion sera très très large. Et puis évidemment, pour terminer, on a vu pas mal de comptes inauthentiques, la création de faux comptes, manipulation du hashtag, tout ça, c'est un grand classique. Aujourd'hui, je suis toujours dans le temps et tout va bien. Aujourd'hui, Viginum a
à une politique. Alors, je vous ai dit qu'on ne travaille pas la réponse, on est dans la partie défensive. Mais évidemment, dans le cas du COLMI, l'interministériel, on participe à ces travaux de réponse, puisqu'on est un peu apporteur d'affaires, finalement, apporteur de campagne, ou en tout cas apporteur de preuves de campagne ou d'éléments de preuve. Et donc aujourd'hui, on a une stratégie qu'on a commencé à mettre en place depuis juin 2023, qui est celle de la publication de rapports en ligne, de rapports techniques, dans le cadre d'une stratégie de lutte contre les manipulations de l'information. Le premier rapport qu'on a publié, c'est un rapport qui s'appelle RRN. Alors là, franchement, on a merdé sur le nom, si vous me passez l'expression. RRN, d'abord, c'est dur à prononcer pour les anglophones. RRN. Donc commercialement, ça valait pas tripette, mais on débutait, on n'était pas très bon. Les ONG, on a beaucoup de choses à apprendre des ONG. EU Disinfolab, qui a une première fois documenté ce mode opératoire en septembre 2022, avait appelé ça Doppelganger. Et là, croyez-moi, Doppelganger, ils se sont gavés avec un nom comme ça, c'est génial. Nous, on est arrivé un peu à la traîne et on a appelé ça RRN. Pourquoi? Parce que c'était Reliable Russian News. Même les Russes sont très mauvais en branding. Toujours est-il que cette campagne, c'était du contenu sponsorisé, des caricatures de propagande pro-russe, sur Facebook notamment. Facebook, Meta en tout cas, a fait une attribution publique suite à la publication en 2022 par EU Disinfolab en disant que c'était un mode opératoire extrêmement persistant. C'est-à-dire qu'ils s'adaptaient en permanence aux nouvelles techniques disponibles. Ils sont passés d'abord de la publication de simples liens à des systèmes de redirection, etc., etc. Et en juin 2023, on a décidé de publier conjointement avec les Allemands. Pourquoi? Parce que RRN, donc ce dispositif, avait contrefait le site du ministère des Affaires étrangères français, du Quai d'Orsay, et diffusé sur ce faux site des informations qui étaient évidemment bidons. Et ils avaient fait exactement de même pour le site du ministère intérieur allemand. Donc il y a une déclaration commune avec publication d'un rapport en ligne que vous trouvez sur le site du SGDSN et qui s'appelle donc RRN. Et ça a été un peu un game changer pour si vous me pardonnez l'anglicisme, pour Viginum, parce que d'un seul coup, en fait, et je reviens à ce que je vous disais sur la transparence vis-à-vis de la société civile. D'un seul coup, Viginum se mettait à communiquer et à expliquer ses méthodes de travail, ses méthodes OSINT, avec l'essentiel de la visualisation des pivots, ce dont je vais vous parler tout à l'heure. Et donc d'un seul coup, on n'était plus cette espèce d'énorme boîte noire dotée de capacités d'IA pour détecter les contenus, etc. Non, on était dans la transparence, dans l'investigation, l'enquête, et surtout dans une forme d'irréfragabilité de la démonstration. C'est-à-dire qu'on donnait tout ce qu'on avait sur la table. Pas de rance judiciaire, pas de rance administratif, uniquement de la source ouverte derrière. Derrière, on a pu se mettre dans une posture, mais je vais y revenir, d'assistance aux victimes. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Donc ça a été vraiment un élément clé. Et en mars, l'année dernière, mars cette année, mars 2024, on a publié une deuxième campagne qui s'appelle Portal Combat, dont je vais vous détailler quelques ressorts. Portal Combat, c'est un réseau structuré et coordonné de propagande pro-russe. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec cette campagne, mais l'affaire démarre d'une drôle de manière. Je vais d'abord vous présenter rapidement ce que c'est. Portal Combat, c'est en fait un dispositif qui comporte environ 200 sites, 193 à l'époque, mais il y en a plus aujourd'hui. Ce sont des portails d'information, d'où le titre, parce qu'on a essayé d'apprendre de nos erreurs. Je vous disais, RRN, c'est naze, mais Portal Combat, là, on a fait un carton. On est allé en Amérique du Sud, voilà, tournée mondiale, ça a été super. Portal Combat, pourquoi? Combat parce que le conflit en Ukraine, on a fait simple, on n'est quand même pas très intelligent. Et puis Portal parce que ce sont des portails d'information numérique qui ont des caractéristiques similaires, tous, et qui diffusent depuis de longues années, et ça a été un peu la surprise dans cette enquête, des contenus pro-russes, aujourd'hui qui ciblent des pays occidentaux, dont la France, mais qui, historiquement, en fait, diffusaient ce même type de propagande, d'abord à l'intérieur des frontières, ensuite dans les territoires que la Russie allait occuper ou occupait, et puis ensuite vers l'international. À l'origine, en fait, ils ont commencé à créer ces portails d'information dans des localités russes, proches des frontières, etc., pour faire de l'influence locale et de la désinformation. Typiquement, ces portails, c'est de l'information, ouverture des piscines, des patinoires, l'actualité du club de foot, et d'un seul coup, un article qui promeut les activités et le génie du FSB ou de la politique de Vladimir Poutine.
derrière, contrairement à RRN, et pardon pour le bruit, c'est une campagne qui ne produit pas de contenu. RRN produisait des caricatures, RRN produisait du contenu, des faux sites d'information, etc. Portal Combat ne fait absolument pas ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils agrègent des sources officielles russes qu'ils sélectionnent de manière extrêmement précise. Donc c'est souvent des acteurs officiels, les ambassades, les maisons Russie, c'est souvent tous les sites institutionnels russes, les sites gouvernementaux qui sont ciblés. Puis évidemment, l'objectif de la campagne, c'est de couvrir le conflit en Ukraine de manière très favorable à la Russie, et notamment en parlant d'opérations militaires spéciales, enfin on connaît tout le vocabulaire qu'il y a derrière. Alors, pourquoi on s'est intéressé à ce réseau En août 2023, on a vu une chaîne YouTube publier une vidéo plus exactement, dont est extraite cette photo. C'est un rassemblement devant la Tour Eiffel, un rassemblement pro-russe. Alors ça, c'est une TTP, on appelle ça, une technique, tactique et procedure, une TTP très utilisée en Russie, enfin par l'acteur russe, on va dire ça plutôt comme ça. C'est de prendre des kidams dans la rue, éventuellement de les rémunérer contre un billet de 50 balles, et de tendre un drapeau avec Poutine, une pancarte, etc., de faire 3 photos et une vidéo, et ensuite tout le monde disparaît, et tout ça est relayé ensuite sur les réseaux sociaux, d'abord sur Telegram par exemple, mais parfois sur d'autres sites. Et donc sur YouTube, je crois, on avait trouvé cette vidéo, très peu de vues, mais c'est un rassemblement d'individus supposément des patriotes français pro-russes en soutien devant la Tour Eiffel. D'accord ? Donc très peu de vues au départ de cette vidéo. Par contre, donc 800 vues, donc c'est pas grand-chose sur YouTube, mais elle est postée, cette vidéo, plusieurs fois par des chaînes Telegram pro-russes, qu'on connaît très très bien et qu'on surveille, évidemment, et puis d'autres canaux, disons, francophones, parce que c'est pas forcément c'est des chaînes qui émettent en français, mais qui ne sont pas forcément françaises. Et on a vu popper ce lien vers un domaine, en tout cas cette vidéo a été reprise par un site qui s'appelle pravda-fr.com, qui est un site qu'on ne connaissait pas à l'époque, et on s'est demandé quel était ce site et ce qu'on pouvait y trouver. Tout ça rentrait dans un cadre un peu particulier qui était celui de la documentation par le Dossier Center, qui est une ONG russe, dissidente évidemment, qui documente toute cette propagande. Donc ça ressemblait beaucoup à des TTP qu'on avait vus. Et puis le dernier point, c'est que, et pardon pour la slide un peu moche, mais le dernier point, c'est que le dispositif que 2 mois avant on venait de documenter, RRN, se mettait lui aussi à diffuser ce lien pravda-fr. Donc évidemment, ça a piqué notre curiosité, on a commencé à travailler sur le sujet. Alors comment on travaille et comment on fait une telle investigation ? On va utiliser ce qu'on appelle des pivots aux int. Alors pour définir ce que c'est un pivot, c'est vous partez d'une première information, et pardon, je sors du cadre de la caméra, mais je vais y revenir. Vous partez d'une première information, un nom de domaine, vous allez enquêter sur ce nom de domaine et découvrir une nouvelle information, ce qui vous permet de revenir dans le champ de la caméra, et vous allez pivoter sur cette première information, obtenu une deuxième information que vous n'aviez pas au départ. Et vous pouvez de nouveau sortir du champ de la caméra en faisant un nouveau pivot sur la base de nouvelles informations. Et c'est un petit peu ça la méthodologie de l'OSINT. Alors, par exemple, on s'est intéressé au design des sites internet, et vous voyez que, pour parler vulgairement, ils ne se sont pas emmerdés, ils ont pris exactement le même template WordPress pour créer toutes ces pages, parce que derrière, il n'y a pas que pravda-fr.com, il y a pravda-de, PL, ES, EN évidemment, et qu'évidemment à chaque fois, on cible des audiences particulières avec des sites dans une langue, avec des articles qui visent spécifiquement les populations qui sont targetées par ces sites. Mais vous voyez que derrière, le site est le même. Donc on a utilisé en fait le code source HTML, d'accord, qui exploite notamment le fait que le logo, je ne sais pas si on le voit bien, c'est Pravda derrière, et puis il y a ce qu'on appelle le favicon du site internet, c'est la petite icône qui se trouve dans la barre d'URL quand vous cliquez, qui était un peu caractéristique et partagée par tous ces sites. En pivotant sur ces informations, alors juste avant, pour vous dire, ces sites étaient également, avaient une caractéristique, ces 5 sites étaient hébergés, ou en tout cas protégés par Cloudflare. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que Cloudflare. Cloudflare, c'est un service américain qui est ce qu'on appelle un CDN, un Content Delivery Network, et qui,
en fait, vous permet qui a une activité légale tout à fait legit, hein, c'est pas illégal d'utiliser du tout ce CDN. En fait, il vous propose d'héberger toutes les images et tout le template de votre site et de le répliquer un peu partout sur des sites miroirs dans le monde entier qui détiennent, ce qui vous permet d'accélérer le temps de chargement de la page. D'accord ? Ça, c'est la première utilisation. Et pour l'utilisateur, vous avez en fait un temps de réaction du site Internet qui est vraiment boosté. Votre image n'a pas besoin de provenir de Russie et d'être transférée au Brésil en une seconde. Là, ça va instantanément, ça va très très vite. L'autre aspect, c'est qu'il s'occupe des attaques anti-DDoS. Et pour ce faire, en fait, il masque l'adresse IP et il la renvoie vers leur propre site Internet, Cloudflare. Et donc, en fait, quand vous cherchez à identifier l'adresse IP derrière ce domaine, vous tombez sur une IP Cloudflare et vous ne savez pas où se trouve le serveur de ces choses. Donc, petite difficulté supplémentaire. En continuant à pivoter, vous vous rappelez le pivot, hein, je suis là, je sors, hop, je rentre, tout ça, de manière assez élégante. On a trouvé d'autres sites Internet depuis 2022. Donc 2023, c'est la campagne Pravda, d'accord. Mais en fait, depuis 2022, il y a des sites Internet qui avaient été créés depuis l'invasion, qui avaient tous le même template, c'est le nom d'une ville, -news.ru. Donc, encore une fois, ils ne sont pas très fins, mais c'est intéressant quand même de suivre. La charte graphique, vous voyez qu'elle est équivalente, sauf que ce n'est pas Pravda, c'est Zov, hein, derrière tout ça, mais le site était également le même. Alors évidemment, vous me dites, c'est un peu obvious ton affaire, et ces sites, c'est la même campagne. Bon, il faut quand même prouver un peu plus tout ça, et puis surtout, est-ce qu'on peut aller plus loin et continuer à pivoter? Je ne vais pas vous refaire le truc de je sors du champ de la caméra, vous l'avez assez entendu. On a continué tout ça. Là, c'est les pivots dont je vous parlais. Hein, derrière, on a utilisé pour ça un site qui s'appelle Shodan, par exemple, qui est un espèce de scanner Internet, mais qui est en libre accès. Encore une fois, ma mère peut y accéder. Et donc, vous tapez le hash du favicon et vous allez trouver tous les sites Internet, notamment, qui existent. Il y a plein de petits sites Internet qui existent comme ça. En tout cas, c'est de la ressource publique. Donc là, on avait résolu notre problème et on pouvait faire un lien formel entre les sites. Le deuxième point, ça a été de désanonymiser Cloudflare. Alors, comment on a fait? Les 5 sites originels, enfin, de notre investigation, les Pravda, étaient masqués derrière Cloudflare. Donc on était coincé, on ne pouvait pas prouver que ces sites étaient hébergés en Russie. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé si les noms de domaine des sites créés en 2022 étaient eux-mêmes masqués derrière Cloudflare. Eh bien non, pas du tout. Et là, pour le coup, on arrivait à trouver que ces sites étaient tous sur des IP qui commençaient par 178.21.15 XX, avec XX, comme diraient les matheux, compris entre 0 et 255. Ça veut dire qu'un range d'adresses IP, tel qu'il est écrit là, il a 255 possibilités, d'accord? Et en fait, les sites en news-ru étaient hébergés sur 2 ou 3 IP dans ce range, d'accord? Alors on a eu une intuition qu'il fallait vérifier, c'était que potentiellement ils étaient aussi mauvais que dans les trucs des templates et qu'ils hébergeaient leur site internet sur cette même adresse IP. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a testé pour les 5 sites Pravda les 255 possibilités. C'est un peu bourrin, mais on l'a fait. On n'avait pas d'autre choix. Et on a utilisé une commande, une ligne de commande qui est accessible à tout le monde, curl, Alors vous allez me dire, j'y comprends rien. Et vous avez raison. Curl, ça veut dire quoi? C'est je fais une requête HTTP, d'accord? C'est une ligne de commande. Je vais taper l'adresse IP, donc je vais taper 00, 01, 02 à la place de XX, d'accord? Et simplement, je vais taper à la porte de cette adresse IP en me présentant comme Pravda.fr. Je vais dire coucou, c'est moi Pravda.fr. Si la réponse est rien, alors cette adresse IP n'héberge pas le site Pravda.fr. Par contre, s'il affiche le site Pravda.fr, bah, vous êtes bien sur la bonne IP, sur le bon serveur. C'est à peu près clair mon explication? Eh bien, bingo, au 85e toc-toc, eh bien, on est tombé sur le site Pravda.fr. Donc on savait que les sites Pravda d'écosystème étaient également hébergés sur 178.21.15.85. D'accord? Et toute ce range IP se situe en Russie. Donc on faisait le lien également, un lien d'infrastructure fort entre tout ça. On a continué à travailler avec des bannières accessibles en ligne. Et on est allé, une fois qu'on avait cette adresse IP, alors c'est plus le cas aujourd'hui, mais on est allé, et pardon, je sors de la caméra, mais on est allé sur ce site, sur cette adresse IP, 178.21.15.85, toujours avec le site Shodan, et on a repéré que le serveur... Vous m'entendez toujours? J'ai mon oreille qui se décolle, on dirait Niki Loda, c'est une référence de vieux.
Mais on a repéré sur ce serveur une bannière qui s'appelle e-tag, qui est en fait une description un petit peu, comme un hash, une empreinte de ce site internet, de ce serveur Nginx. Et cette série de chiffres, en fait, on a requêté dessus. On a regardé si d'autres adresses IP comportaient ce e-tag. Et on est tombé en fait sur 7 adresses IP du cluster. Donc on a remonté en fait l'ensemble de l'infrastructure avec 140 nouveaux portails d'information qui ciblaient des audiences russes. Donc on remonte dans le temps en fait dans cette investigation. On part de pravda.fr, on arrive sur les blablaville-news.ru et on repivote derrière et on obtient d'autres sites internet, donc au total 193 derrière, qui eux pour le coup ont été fabriqués non pas entre 2022 et 2023, mais plutôt entre 2013 et 2023. Et vous avez comme ça un historique de la campagne et un historique de l'extension de cette campagne, d'abord depuis l'intérieur des frontières russes, et ensuite vers les territoires qui allaient être occupés par la Russie en Ukraine. Donc on est tombé sur des sites comme crimeanews.com, etc., etc. Toujours le même template. On est allé sur archive.org, que vous connaissez sans doute, qui est un petit peu la bibliothèque mémoire du net. On est allé taper sur ces URL qui n'existaient pour certaines d'entre elles plus, mais on est tombé sur des vieilles pages du site, et vous voyez qu'ils utilisent toujours la même technique, un template identique, des articles qui varient en fonction de la localisation, mais globalement, une campagne qui est, une campagne qui est très, 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 très bien orchestrée. On a récupéré toutes les données depuis archive.org. Attention, ne faites pas ça trop souvent parce que vous surchargez leur serveur. Voilà, mais on a fait un petit peu d'automatisation derrière tout ça. Et en fait, on a récupéré toutes les vieilles archives de ces 147 sites à la recherche de nouveaux pivots, de nouvelles adresses mail. Et on a récupéré pas mal d'informations, notamment une adresse mail qui est topnewsua7@gmail.com, un tracker Google Analytics, qui sont aussi des marqueurs forts et qui étaient identiques sur tous ces sites internet. Et puis, évidemment, les réseaux associés au site. Et globalement, ce qu'on peut retenir dans ces campagnes, c'est que les gens font des erreurs souvent au tout début de la campagne. Et évidemment, on est tombé sur le logo du créateur de la société qui n'apparaissait pas sur TigerWeb, sur les sites Pravda, mais qui apparaît sur ces vieux sites, qui est la société TigerWeb, qui est une société criméenne. Donc voilà un petit peu les exemples. Tout ça est documenté sur Bellingcat. Les techniques qu'on a utilisées pour récupérer de l'information sont documentées sur le site de Bellingcat, dont parlait Olivier tout à l'heure. Mais voilà en gros comment on a fait sur cette investigation et pourquoi on fait ça. Alors, la première chose, d'abord, c'est marrant. Et ça, c'est quand même vachement important quand on travaille pour l'État, c'est qu'il faut quand même se marrer un petit peu, sinon c'est un peu tristoun. Le deuxième point, c'est que se concentrer sur les réseaux sociaux, oui, c'est bien, il faut y être, et on le fait très très bien. On a le Data Lab qui travaille sur le sujet, on fait de l'OSINT sur Instagram et sur Facebook, c'est formidable. Malheureusement, quand un message ou une campagne de manipulation de l'information est visible sur les réseaux sociaux, par définition, c'est trop tard, en fait. Et ce que vous pouvez faire en termes de réponse, c'est la mitigation, de dire « Ah oui, il y a un narratif qui circule, c'est pas bien, tout ça ». Je caricature, mais c'est un peu l'idée. Travailler sur les infrastructures, comprendre comment ils fonctionnent, c'est se permettre à nous d'anticiper sur la menace et d'avoir de l'avance sur les acteurs malveillants. Aujourd'hui, à Viginum, sur certains acteurs à très bonne maturité comme ça, on arrive à avoir entre 2 jours et 15 jours d'avance sur leur campagne de manipulation. On voit se monter des sites internet alors même qu'ils sont encore en phase d'administration. Et on sait qu'ils vont cibler et on sait qu'ils vont taper. Donc on sait où aller regarder. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que cette connaissance acteur, elle amène des heuristiques intéressantes pour la détection et l'anticipation, et puis prévenir les victimes. Voilà. On voit également des choses intéressantes. La convergence des luttes, c'est un peu la conjuration des imbéciles, entre les ingérences numériques étrangères et puis le cybercrime, voire même ce qu'on appelle les APT, les Advanced Persistent Threat, et donc des acteurs étatiques structurés. Donc ça a été vraiment très intéressant. Un point qui a été critiqué sur le rapport, ça a été de nous dire c'est sympa votre campagne, mais vous faites beaucoup de bruit pour rien, parce qu'on écrivait dans notre rapport, la visibilité des campagnes, elle a été faible. Et c'était vrai à cette époque-là, parce qu'à un moment donné, vous sortez cette campagne, vous êtes en avance, elle n'a pas encore eu trop d'impact, vous essayez de bien faire votre boulot, et on vous dit elle est nulle ta campagne. Oui, parce qu'elle n'a pas encore commencé à travailler. Et je vais y revenir juste après.
D'autres enseignements assez importants, c'est que tout ça, exposer des campagnes, ça a un impact très fort. C'est sensibiliser la société civile. À la fois pour dire Viginum n'est pas là que pour faire le ministère de la vérité, on a un vrai travail aussi et on bosse et on va vous expliquer comment on bosse. Et tout ce que je vous détaille, en fait, c'est largement exposé dans notre rapport. Donc il y a une action éducative envers la société civile. Il y a aussi l'entretien d'une chaîne de confiance. Qu'est-ce que j'appelle la chaîne de confiance? Comme en matière de cybermenaces, l'État ne peut pas tout faire. Et aujourd'hui, je vous ai dit, on n'est pas très nombreux, on arrive à sortir des chouettes rapports, hein, c'est quand même, on bosse, mais voilà. Aujourd'hui, on a besoin des journalistes, on a besoin de la société civile, on a besoin des acteurs de la cybersécurité, on a besoin de coordination européenne, etc. Et donc, tout ça maintient cette chaîne de confiance. On a poursuivi avec RRN le travail d'ONG. Derrière notre travail, il y a d'autres ONG, des éditeurs de cybersécurité qui ont travaillé avec nous. Et cette chaîne de confiance, elle est vraiment très importante. On met en place également les prémices de ce que j'appelle l'incident-réponse informationnel. En gros, quand vous avez un média type Libération qui est typo-squatté, c'est-à-dire qu'il y a un faux site Libération qui circule avec des fausses nouvelles, quand on le détecte avec entre 2 et 15 jours d'avance, on est capable d'aller voir Libération et de dire « Attention, vous allez être victime d'une campagne de désinformation, ou en tout cas, on va typo-squatter votre site internet pour donner à cette campagne de la visibilité. » Et donc derrière, ça leur permet à eux de faire certains articles, ça a été le cas en août 2023, derrière. Je vais revenir également sur ces notions de partage de la connaissance. Aujourd'hui, ce dont on a besoin à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale en matière de désinformation, c'est de standards de partage d'informations. Aujourd'hui, on traite avec des formats comme Stix, par exemple, et on a également besoin d'outils et de méthodos. Je vais y revenir juste après. Ce qu'on essaye de faire également, le deuxième aspect, au-delà de ces petites digressions autour de la société civile et de la chaîne de confiance, c'est d'avoir un impact. Alors, quel type d'impact on peut avoir là-dessus? Quand vous exposez une campagne comme Portal Combat, vous forcez, en fait, vous leur montrez que vous les avez vus. Et vous forcez, en fait, ces gens à changer leur stratégie, à modifier la manière dont ils déploient leurs serveurs. Ce qu'ils faisaient avant, ils avaient une clé USB avec des serveurs, c'est pour ça qu'on avait ce e-tag présent. Ils avaient une image serveur, plop, ils la branchaient sur leur serveur, ils déployaient et tout était fait. À partir du moment où vous montrez ça, ils ne peuvent plus le faire parce qu'ils vont se faire voir. Donc ils sont obligés de retravailler et revenir à leurs études. Et tout ça, ça a un coût financier, en fait, pour eux. Et donc on cherche à avoir cet impact direct sur les acteurs de la menace en les forçant en fait à bouger, à opérer ce move. Alors on le fait si on est capable de continuer à les suivre, évidemment, on n'est pas tout à fait idiot, mais on essaye d'avoir cet impact financier et au moins on essaye sur les infras. Et puis ce qu'on essaye d'obtenir derrière, ce sont des sanctions à l'encontre de ces entités et personnes. Ça a été le cas dans Doppelganger, donc RRN. C'est un peu moins le cas aujourd'hui pour Portal Combat, pour des raisons essentiellement dues au fait qu'aujourd'hui, la documentation de cette campagne n'est que le fait de Viginum, et pour établir des sanctions européennes, on a besoin de plusieurs articles indépendants qui documentent ces campagnes. Donc on essaye d'avoir tout ça. Pourquoi c'est important de monitorer ces infrastructures? C'est que derrière, nous, on continue à suivre ce mode opératoire. On l'a identifié, c'est une INE, d'accord, par construction, ils ne servent qu'à ça. Et derrière, en fait, donc on publie en février, et un mois plus, et là, on nous fait ce procès un petit peu de temps en temps de nous dire, oh oui, vous documentez quelque chose qui n'est pas terrible. Mais finalement, un mois plus tard, en fait, en mars 2024, il y a eu 19 puis 31 noms de domaines supplémentaires qui ont été déposés, qui ciblaient un tas de pays dans le monde, la Corée, le Japon, etc., et pas uniquement l'Europe sur ces sujets-là. Et je vous remets ça dans l'année 2024, année à élection, ce qui est quand même important. Et tous ces sites miroirs, ou en tout cas clonés, ciblaient de manière très précise les candidats à des élections, et où on a eu toute cette liste. Et aujourd'hui, le réseau Portal Combat, on le suit et a continué à cibler notamment les élections américaines derrière tout ça. Ils ont été obligés de modifier leur mode opératoire. C'est toujours un peu cheap, on ne va pas se le cacher, mais globalement, ils travaillent toujours. Donc, importance de suivre les acteurs dans le temps. Donc, on a eu Pravda Hits, SK, etc. Je ne vous fais pas la liste derrière tout ça. Donc, voilà un petit peu en gros comment on travaille. Il me reste combien de temps? 10 minutes? 5 5 minutes, je vais essayer de vous parler de deux, trois trucs. Ok. Vous parlez d'IA. Un des grands sujets qu'on nous pose aujourd'hui, c'est Viginum, c'est quoi votre vision sur l'IA, le danger? Va-t-on être
Je suis sûr qu'il y avait une question dans l'Assemblée sur l'IA et la désinformation, j'ose l'espérer. Donc je vais essayer de répondre en anticipation. L'IA aujourd'hui, évidemment, c'est une menace parce que la production de contenu aujourd'hui est devenue extrêmement facile. N'importe qui peut créer des visuels extrêmement impactants, j'aime pas le mot, mais en tout cas très forts, qui vont à moindre coût et qui vont inonder les réseaux sociaux. Donc évidemment, c'est une menace. Les deepfakes, oui, c'est une menace, évidemment, et qu'on surveille et qu'on traite aujourd'hui. Il y a quand même, on a une espèce de vision aujourd'hui assez équilibrée autour de l'IA. D'abord parce que vous avez beau créer autant de contenu que vous voulez, il faut le diffuser. Et je reboucle sur ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi on traite plutôt la menace informationnelle sous l'angle de la diffusion avant le contenu. C'est qu'aujourd'hui, diffuser avec de l'IA, ça ne marche pas. Ça n'existe pas. Je vous parle à date. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, il y a un génie qui sortira quelque chose, un génie maléfique, qui vous dira, qui vous permettra de me dire, quand vous me recroisez dans les couloirs, ce que tu as raconté, c'était vraiment pas bien. Mais à date, la diffusion aujourd'hui, elle est le fait de bots qu'on sait parfaitement identifier, elle est le fait de canaux de diffusion parfaitement humains qu'on sait parfaitement identifier. Donc ça, c'est très important. Et le deuxième point, c'est que pour le Data Lab aujourd'hui que je dirige, l'IA, c'est une chance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise des LLM, on utilise de l'IA pour caractériser des réseaux de bots. D'accord ? Mettez-vous à la place d'un analyste aujourd'hui qui doit analyser une chaîne YouTube climato-sceptique avec ces gens extrêmement verbeux qui produisent 30 vidéos par semaine d'1h30, puisqu'ils ont que ça à faire. Si je dois analyser ces 30 vidéos, ces 200 vidéos, si je suis un analyste, je vais tourner dingue. Donc je vais utiliser par exemple une stack open source, c'est-à-dire un ensemble d'outils open source qu'on a conçu chez nous, mais je vais utiliser des moteurs type Whisper AI pour faire de la transcription automatique. Je vais utiliser un algo qui s'appelle BERT Topic pour classifier les thématiques qui sont utilisées. Je vais utiliser de la traduction automatique et toute cette stack basée sur l'IA, je vais l'utiliser. Je vais utiliser également des LLM. Et surtout, le Data Lab aujourd'hui produit de la connaissance et produit des outils. On va publier dans une semaine ou deux un outil qui permet de détecter les textes, des clusters de textes qui sont reformulés par l'IA, copy-pasta ou traduits par des chaînes. Donc pour nous, l'IA, on a une vision très modérée en fait de cette menace. On l'a en compte, on la surveille derrière. Deuxième enjeu, l'enjeu de la documentation. On est aujourd'hui à l'ENSIB. Et pour nous, il y a Dominique qui est dans la salle. Dominique, oui, voilà. Dominique qui travaille à Vigium et qui est chargé de capitalisation chez nous et toute la gestion du knowledge management. Et aujourd'hui, le service est jeune. Et encore une fois, on produit beaucoup de contenu. Donc aujourd'hui, on a 3 enjeux en matière de capitalisation de la connaissance. Le premier, c'est la connaissance qu'on acquiert. Alors quand on dit qu'on acquiert, c'est par exemple tous nos flux RSS d'informations, tout ce qu'on suit, les publications scientifiques, l'actualité, etc. Aujourd'hui, on la récupère, les flux RSS, on a tout un tas de techniques qui sont bien au point, mais on a des vrais besoins de pouvoir requêter là-dedans, et puis d'en sortir, éventuellement, d'en faire un Zotero-like. Alors on n'est pas très fan de Zotero pour un tas de raisons, mais voilà. Voilà, ça c'est un enjeu très important. On a des enjeux en termes de capitalisation de la connaissance qu'on produit. On produit environ 200 à 300 livrables par an, plutôt 300 d'ailleurs aujourd'hui, avec le staff qu'on a, mais on produit de la connaissance également en interne, très important. Donc on a ce besoin aussi de pouvoir transmettre aux futures générations. Alors on va déjà commencer à transmettre aux gens dans 2 ans, avant de penser aux futures générations évidemment. Mais voilà, donc ça c'est très important. Et puis on a aussi besoin de transmettre ce qu'on pratique, c'est-à-dire la connaissance métier, que je sépare volontairement de la connaissance que l'on produit. Mais en fait, le besoin il est réel. Donc on a des vrais enjeux, et c'est pas facile à dire à midi derrière tout ça. On a des enjeux également de standardisation de nos méthodes de veille. Aujourd'hui, dans mes équipes, chacun faisait un peu comme il voulait. Alors, il y avait des très bons techniciens, évidemment, il y en avait d'autres qui considéraient ça un petit peu de manière plus légère. On a ces besoins de standardisation et ne plus faire remonter l'acquisition de la connaissance sur simplement 1 ou 2 ou 3 personnes. Derrière ces pratiques, en fait, il y a des notions de format. On participe aujourd'hui à la standardisation au Oasis du format Stix pour partager la connaissance dans des outils standardisés comme OpenCTI, etc. Il y a toute cette dimension aussi outillage derrière. Dans la clé de tout ça, c'est le partage de l'information, à la fois en interne, la transmission de l'information, j'en ai parlé, mais aussi le partage de l'information aux journalistes, aux activistes, aux ONG et à nos partenaires. Aujourd'hui, quand on publie un rapport comme Portal Combat, on le publie également dans un format standardisé, Stix, sur notre compte GitHub.
Et s'il me reste juste une minute sur les notions d'impact, je voulais vous dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, une des questions qu'on nous pose aussi très souvent suite à tout ça, est-ce que ces campagnes ont un impact? Enfin, comment on mesure finalement cet impact? Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur la mesure de l'impact d'une campagne de manipulation de l'information, pour des raisons diverses et variées. Le premier, c'est d'abord par quel bout on prend ce machin-là, la mesure de l'impact. D'abord, si on parle des métriques, on va dire par exemple, cette vidéo qui a été produite par tel acteur, elle a fait 1 million de vues en 24 heures, c'est beaucoup. Oui et non. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire 1 million de vues. Il y a certains sites internet, par exemple, pour faire une vue, il suffit que la page se soit affichée. D'autres, il faut que les gens aient passé 3 secondes. Et puis, si on n'a vu que 3 secondes ou 4 secondes de cette vidéo, est-ce que ça a eu un impact? Moi, je ne sais pas le dire. Globalement, retenez que les métriques sur lesquelles on peut travailler aujourd'hui pour mesurer l'impact d'une campagne, ils sont fournis par des plateformes qui ont tout à fait intérêt en fait, à les modifier pour des problèmes de business. Quand vous avez un algorithme de recommandation qui pousse les comptes certifiés TickBlue de type sur X, vous voyez bien que ces métriques, en fait, elles ne disent pas grand-chose. Ce qu'il nous faudrait, c'est le comparer avec le back-office de ces campagnes. C'est-à-dire mon acteur russe, par exemple Portal Combat, quand il pousse des contenus, qu'est-ce qu'il voit, lui, derrière sa console? Mais ça, je n'y ai pas accès en source ouverte. Puis ça nécessite également des enquêtes d'opinion. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire un suivi, et ça c'est plutôt le travail des chercheurs notamment, sur un suivi au long terme sur quelle est votre perception du conflit en Ukraine, par exemple. Mais il faut avoir mené ce travail très en amont. C'est-à-dire avoir une connaissance fine de quel est l'état avant l'invasion du support des Français, par exemple, à l'Ukraine, avant, pendant et puis après, au fur et à mesure de ces campagnes. Donc vous voyez que c'est un sujet qui est extrêmement épineux, vaste. On suit ces travaux évidemment et on travaille aujourd'hui beaucoup avec l'INRIA et avec d'autres organismes de recherche pour essayer d'amener notre éclairage sur ce point-là. Nous aujourd'hui, on préfère parler d'analyse du risque de l'impact. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que là, et ça rejoint vraiment très précisément ce que disait à mon sens Olivier tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, vous mêlez à la fois l'information que vous collectez et surtout l'analyse que vous faites avec vos connaissances de l'acteur, vos connaissances de la menace, la connaissance de l'écosystème précis et surtout de l'état de polarisation de la société pour dire attention, ce narratif au cas particulier, il risque d'avoir un impact assez fort pour telle et telle raison. Et vous êtes capable de le démontrer derrière. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'état de la menace et la manière dont on travaille. Et je suis à vous pour les questions, si je peux répondre. Merci. Alors, je suis vraiment ravi de vous rencontrer en tant que président d'Open Facto. Avec Ozint for Fun, on a eu quelques projets en commun, donc je suis vraiment ravi. J'espère que vous resterez un petit peu après. Ouais. Concernant ce que vous avez expliqué là, on a vu, vous avez cité plusieurs fois Telegram, et si j'ai bien compris, vous pourrez leur préciser, vous essayez vraiment d'être proactif, c'est-à-dire avant qu'il y ait une campagne, vous pouvez dire attention, il se passe quelque chose. On essaye. Vous essayez. Et on a vu par exemple très récemment énormément de comptes Telegram migrer par exemple sur SimpleX ou autres. Ma question elle est assez précise et peut-être trop technique, je ne sais pas. Comment vous faites cette espèce de méta-recherche de où est-ce qu'il faut aller chercher? Parce que j'ai l'impression que les médias sont extrêmement nombreux et à chaque fois qu'on en trouve un, étant donné que vous travaillez sur l'open source, mais vous diffusez aussi en open source ce que vous faites, est-ce que vous n'alarmez pas, vous n'alertez pas des gens qui vont finalement ailleurs? Comment vous les suivez? Et deuxième petite question, Telegram, on devait avoir un numéro de téléphone pour s'inscrire, c'était extrêmement pratique pour les services de renseignement. Aujourd'hui, par exemple, SimpleX, c'est complètement anonyme. Donc, est-ce que le fait que vous diffusiez en open source, vous êtes une interministérielle, est-ce que les copains du renseignement, ils vous en veulent pas un petit peu? Alors, c'est une très bonne question. Évidemment, d'abord, il y a une chose importante, c'est qu'on diffuse, on a une politique de publication qui est quand même assez rare. La parole est assez rare, on publie rarement. Alors ça nous frustre parfois, mais on aimerait bien publier plus, parce qu'on a plein de très belles enquêtes sur étagère qui n'attendent que ça.
on essaye d'éviter de publier et d'avoir une communication trop, pour ne pas diluer la parole. Donc ça, c'est un premier aspect. Sur ces nouvelles plateformes, évidemment, il y a toujours un équilibre entre est-ce qu'on dénonce ou pas, comment on la dénonce et comment on explique. On pourrait nous taxer si on ne cite pas la plateforme Telegram, par exemple, dans certains domaines, le cas de Portal Combat, on va nous dire, oui, enfin, on sait tous que c'est Portal Combat, on sait tous que c'est Telegram, mais vous le dites pas, vous autocensurez, etc. Donc il y a toujours cet équilibre. Est-ce que ça dénonce ou ça dénonce pas? Sur ce jeu de chat et la souris, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que vous braquez des banques, et puis les banques mettent des caméras. Alors les braqueurs de banques vont aller braquer les bureaux de poste, et puis les bureaux de poste mettent des caméras, et puis on va braquer les débitants de boissons, de tabac, etc. Donc c'est un jeu enfin c'est vieux comme le monde. Donc j'ai pas de solution technique. Pour vous rassurer quand même, évidemment qu'on suit ces migrations de comptes, évidemment qu'on suit ces nouveaux comptes avec beaucoup d'acuité. On a documenté Blue Sky dès le début de sa sortie, parce qu'on essaye de faire une analyse de risque aussi sur à la fois des nouvelles plateformes et à la fois de nouvelles fonctionnalités sur des plateformes plus anciennes. On essaye d'avoir cette veille techno au quotidien. Alors c'est pas parfait, mais ces dénonciations, en fait, elles sont largement sous-pesées. Même si on ouvre le capot complètement, en fait, en amont, il y a toute une réflexion sur est-ce que ça justifie qu'on fasse un rapport. Voilà. Et là, pour le coup, en année électorale, Portal Combat, ça nous semblait évident de le faire, et il fallait qu'on le fasse avec le plus de transparence possible pour que tout le monde puisse le faire. Donc voilà. Et je crois qu'il y avait une deuxième question, mais j'ai oublié. Mais non, ça couvrait à peu près tout le champ. Ouais. Ah, c'est vrai. Oui, alors évidemment, on a un peu le. Oui, oui. Évidemment, aujourd'hui, on n'a pas eu de no-go. Et de toute façon, ces dénonciations publiques ou ces expositions publiques n'ont lieu qu'après feu vert de tout le monde. Mais aujourd'hui, on ne nous a pas posé de problème. Jamais. Voilà. Oui. Il y a une question là-bas. Désolée pour la naïveté de ma question, mais je me dis que si vous divulguez la façon dont vous avez en fait compris la désinformation du point de vue du camp russe, peut-être qu'ils vont du coup avoir des techniques encore plus compliquées pour les prochaines fois. Et du coup, comment est-ce que vous, en tant que service public, vous pouvez faire face à ça? Ouais, alors ça rejoint un peu cette question-là. Et évidemment, ça aussi, c'est une des questions qu'on traite quand on décide de publier. Globalement, on va publier, si on est à peu près sûr, on va publier un truc comme ça si on est à peu près sûr de pouvoir continuer à les suivre. Et par exemple, les RRN, aujourd'hui, on continue à les suivre, soit directement, soit parce que des ONG ont publié d'autres rapports derrière tout ça, mais on arrive quand même à suivre aujourd'hui Portal Combat. Alors, le pivot dont je vous parlais, là, le petit tag, aujourd'hui, vous y allez, vous ne le trouvez plus, mais il laisse d'autres traces. Alors, pourquoi il laisse d'autres traces? D'abord parce que toute organisation qui cherche à faire de la volumétrie et à être traitée dans le temps, en fait, se fonctionnalise. C'est-à-dire qu'ils deviennent des administrations, même des boîtes privées. Ils ont du reporting à faire tous les mois, ils remplissent des feuilles Excel à leur donneur d'ordre, ils doivent présenter leurs chiffres de la meilleure manière possible. Et donc, ils vont automatiser énormément leur traitement. En fait, une boîte de ce type, en fait, oui, elle se fonctionnalise et elle devient même, outre ça, extrêmement feignante, en fait. Dès qu'elle a trouvé un truc qui coûte pas cher, elle doit rentabiliser son investissement. Et je vous parlais de la clé USB, c'est exactement ce qu'ils font. Ils ont fabriqué un serveur, ils ne vont pas répliquer un nouveau en se cachant par rapport à l'ancien. Leur truc, c'est de faire du business. Quand ils font ça, ils répliquent les erreurs tout le temps. Donc à partir du moment où on est capable de trouver cette faille, clac, on va la retrouver, on va la repérer dans le bruit ambiant. Donc on arrive quand même à le faire assez bien. Nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir un peu cet impact, de documenter, et puis surtout de prouver ce qu'on raconte, et qu'on ne nous dise pas, vous racontez n'importe quoi. Et aujourd'hui, on ne peut pas trop nous... Mais oui, c'est un risque, évidemment. Évidemment, ils s'adaptent. Le chat, la souris, tout ça. Voilà. Miaou, miaou. Oui. Ouais, bien sûr. Bonjour, merci. Bonjour. Quand vous avez parlé des INE, vous avez évoqué un critère essentiel pour votre travail, c'était le fait que les acteurs devaient venir de l'international, donc de l'extérieur de la France. Ouais. Je me demandais si vous aviez déjà été confronté à des groupes
avec des origines moins évidentes, peut-être aussi des acteurs multinationaux, dont certains acteurs pouvaient être français. Et comment est-ce que vous gériez cette éventualité ? Oui, alors j'ai simplifié à gros traits cette frontière, acteurs étrangers, etc. Dans la vraie vie, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Quand vous avez, par exemple, des groupes, Portal Combat, par exemple, une partie des canaux qui relayent Portal Combat, ce qu'on va appeler les chambres d'écho, hein, pour toucher les audiences francophones, parce que, in fine, ce que cherche l'acteur, c'est à toucher l'audience francophone. Donc, à un moment donné, vous allez fatalement avoir soit des idiots utiles, soit des gens ultra convaincus de ce qu'ils racontent, qui vont tenter de diffuser ça. Ce qu'on s'interdit aujourd'hui, c'est de traiter la menace directement de cette manière-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Viginum ne cherche pas de la menace entièrement domestique, c'est-à-dire où là on est capable de dire bah, ça c'est du franco-français, on va continuer à creuser. Non, on s'arrête là. Ça, c'est pas nous qui traitons cette menace. Mais évidemment, en collateral damage d'une investigation, bah, on va trouver effectivement des acteurs français, mais on va vraiment pas aller plus loin. On va simplement dire, eh bien, dans le débat numérique français, ce truc a été retweeté par tel compte, et basta en fait. Et on va matérialiser là la diffusion et le risque d'impact sur les audiences françaises. Mais effectivement, c'est une espèce de zone grise, poreuse entre les deux. Et le début de votre question, c'était autour des audiences étrangères, enfin des acteurs étrangers, et je ne sais plus. Mais oui, bah, multinationaux, évidemment. Comment on différencie, par exemple, qui parle très très bien français, quelqu'un qui, on peut même avoir des trous dans la raquette. Je vous donne un cas typique, quelqu'un qui s'exprimerait techniquement et objectivement très très bien en français, qui se déclare sur son compte Twitter habitant à Paris, mais qui est en fait canadien francophone. À l'instant T, j'ai pas de moyen de démontrer qu'il est étranger, puisqu'il cache son extranéité. Et donc, je ne vais pas travailler, je ne vais pas investiguer sur ce dossier-là, alors que potentiellement, il est là. Donc, on est toujours, il y a plein de cas différents. Il y a quand même une analyse au cas par cas. Nos process sont scrutés. Encore une fois, on vit sous à la fois des process internes et à la fois ce comité éthique et scientifique. Et puis, une validation de nos productions à l'interministériel. Donc, on essaye d'être le plus... on discute beaucoup aussi autour de ces questions-là. Mais éthiquement, on se pose toutes ces questions, évidemment, au quotidien. Merci pour la présentation. J'avais deux questions. La première, c'est concernant le logiciel Pegasus. Je voulais savoir si vous aviez travaillé dessus. Et la deuxième, c'est en tant que service public, est-ce que vous n'avez pas peur parfois de devenir, consciemment ou non, le relais de la propagande française ? Ah. Monsieur est taquin. Alors pour la première question, Pegasus, je vais répondre clairement que Pegasus c'est une attaque cyber et c'est pas trop le domaine de Viginum, donc j'ai pas d'avis sur le sujet. Je vous renvoie quand même au dossier qui est finalement assez proche méthodologiquement, pas techniquement, mais au dossier Tim Jorge de Forbidden Stories. C'est le même écosystème en fait. Alors, on peut parler de lutte cyber privée, si vous voulez, ou de lutte informationnelle privée. C'est un petit peu ce même écosystème de boîtes qui fournissent des services pas fondamentalement très, très honnêtes contre rémunération. Donc voilà, je n'ai pas travaillé sur le sujet, donc je n'ai pas de réponse à cette question. Après, est-ce qu'on n'est pas le relais d'eux ? Alors, vous pouvez me croire ou ne pas me croire, considérer que c'est une fake news ou pas une fake news. Techniquement, les analystes chez moi ont une grande liberté de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est eux qui définissent leur sujet d'étude. Je vais être cash, je m'en fous en fait. Moi, du moment que c'est intéressant et que ça a du sens, que ça rejoigne l'intérêt public, qu'on soit dans les clous de notre décret, que ça raconte une belle histoire et surtout que ça expose des modes opératoires vraiment intéressants qui ciblent qui rentrent dans le champ des 4 critères, ils font un peu ce qu'ils veulent. On reçoit aujourd'hui très très peu de commandes. Les commandes qu'on reçoit, c'est pas du tout des commandes d'enquête, par exemple, jamais. Les commandes qu'on reçoit, c'est ce que je reçois de l'interministériel. Je vais être là aussi très franc, c'est en gros, fais-moi un état de la menace sur l'état du conflit en Ukraine en ce moment, par exemple. Qu'est-ce qui se dit sur le sujet ? Ah bah il y a tel type d'arme. Enfin voilà, il n'y a pas de danger particulier. Mais oui, effectivement, encore une fois,
il y avait un risque à la création de Viginum qu'on devienne ce ministère de la vérité, qu'on soit instrumentalisé. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de garde-fous. On a un cadre juridique quand même très très précis aujourd'hui pour travailler. J'ai 0 pouvoir de réquisition, donc voilà, j'ai un peu les mains liées. Je travaille sur la même information que tout le monde, que ma mère, rappelez-vous. Et surtout, j'ai un comité éthique et scientifique, des publications qu'on arrive à faire sortir. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être vigilant, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Enfin, voilà. Libre à vous de me croire ou pas me croire, mais honnêtement, voilà, je vous livre ma pensée profonde. Du coup, juste pour compléter, parce que j'ai trouvé que la remarque était intéressante, c'est vrai que... Pour les autres, hein, c'était pas intéressant, désolé. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que... Enfin, bon, c'était une blague, vas-y. Je fais ma remarque, c'est que le fait que vous estimiez que les campagnes de désinformation autour des JO n'aient pas été efficaces vous amène à conclure que le bilan et notamment la perception médiatique de l'événement est globalement positif. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous regardiez la désinformation venant de l'extérieur, alors que si vous regardiez plutôt le travail d'information venant de l'intérieur, donc par exemple le rapport du collectif Le Revers de la Médaille, pour ne pas le citer, je pense qu'on pourrait éventuellement se dire que le bilan n'est... Enfin, est-ce que le bilan est globalement entièrement positif ou est-ce qu'il a aussi des parts moins positives? Voilà. Je pense que c'est aussi... La remarque était à comprendre, je ne sais pas, hein, peut-être aussi dans ce sens-là. C'est que si on se concentre uniquement sur les attaques qui viennent de l'extérieur, qui parfois effectivement sont un peu bricolées, pas crédibles, etc., c'est peut-être qu'un angle à chaque fois des débats et c'est peut-être dans cette posture-là que ça peut être compliqué pour vous, effectivement, Alors, j'entends ce que vous dites. Enfin, j'ai une habitude, c'est que je ne parle que ce que je connais. Et alors déjà, les ingérences numériques étrangères, c'est assez compliqué. Donc la menace domestique, encore une fois, c'est pas mon sujet. Viginum a beaucoup de coups à prendre. Hein. Jeune administration et encore jeune service de l'État, je vais plutôt dire ça comme ça. 3 ans d'existence, contexte particulier, etc. On a beaucoup de coups à prendre. Donc le cadre juridique, en fait, très formel, qui est souvent vécu en interne, et par moi le premier, je ne devrais pas le dire, mais un peu comme une prison. Pourquoi ces 5 millions Est-ce qu'il ne serait pas intéressant que je puisse aller sur VK de manière... On se pose toutes ces questions, évidemment. Mais vraiment, cette limite, on essaie de la respecter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai trop de coups à prendre à franchir la ligne rouge. Donc, je ne franchis pas cette ligne rouge. Et les informations que je collecterai en dehors de ce cadre, je ne pourrais de toute façon pas quoi en faire. Je ne pourrais pas en faire quoi que ce soit. Je ne pourrais pas l'exposer publiquement. On viendrait me taper dessus en me disant, mais c'est pas bien. Donc il y a cet aspect-là. Ensuite, oui, probablement. Moi, je ne parle que de ma fenêtre. Et quand je vous dis globalement les tentatives d'ingérence étrangère dans le bruit positif des réseaux sociaux, qui était plutôt très positif autour et ça c'est factuel dans l'affaire, c'est une des hypothèses sur le fait qu'elles aient eu un impact très très faible, voire quasi nul en fait. Et c'est ce qu'on écrit objectivement. Avec les limites qu'on a, que je vous donnais tout à l'heure, les limites de l'impact, au moment où on sort ce rapport sur les Jeux Olympiques, je vous livre une vision à cet instant T que l'histoire racontera différemment. C'est que probablement dans ces campagnes, il y a un effet long terme. J'utilise souvent sur les campagnes des informations cette image. C'est, et pour l'anecdote, donc je l'ai déjà cité, mais en février j'étais aux Açores, qui est une île volcanique avec une roche très très dure, entourée de flotte. Et en fait, quand vous vous approchez, vous vous coupez, c'est extrêmement coupant. Quand vous vous approchez de l'eau, vous glissez. Je suis tombé, je suis bien passé pour vous en parler. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, toutes ces vagues en fait, qui au quotidien viennent fouetter la roche, en fait, finissent par rendre cette roche extrêmement polie, extrêmement glissante. D'accord ? Cette métaphore, elle dit quoi? Elle dit que c'est pas une vague qui va polir le truc. Là, on est juste avant de manger et j'essaie d'être imagé. Mais c'est pas une vague qui va déranger le paysage. C'est l'ensemble des vagues sur une année, 2 années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. Et vous pouvez aller plus loin dans cette prolongation de la métaphore, c'est vous dire que finalement, en Normandie, vous avez exactement le même problème sur les falaises de craie. Si vous allez à Étretat, etc., c'est exactement le même problème. La différence fondamentale, c'est la nature de la roche. Et dans cette image, en fait, la nature de la roche, c'est la porosité de la société civile aujourd'hui à ces discours, ou l'ultra-polarisation de cette société. En France, on a un schéma de pensée qui est extrêmement... on est connu pour ça dans le monde, c'est un peu tarte à la crème, et on est toujours dans le débat, il faut toujours se chiffonner, se chicaner sur un tas de sujets. Et évidemment, aujourd'hui, la situation dans le paysage
on va dire, opinionesque français, elle est extrêmement polarisée, pour un tas de raisons. Et en fait, finalement, cette image de la nature de la roche, c'est l'état de résilience potentielle de la société. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt en France sur un paysage, on va dire, normand, qui est un paysage comme on peut l'être par exemple en Finlande, extrêmement bien doté en termes de media literacy, pour répondre à ton propos, doté en matière d'éducation et de confiance dans les médias. Aujourd'hui, le niveau de confiance qui est en baisse d'ailleurs en Finlande est autour de 76%, 75%, ça décline très légèrement. Ils ont aussi un problème qui commence à poindre, lorsqu'en France on est en dessous des 40%, je crois, sur les chiffres. Cet état en fait de la société, en fait, il en dit long aussi sur notre capacité à résoudre ces problèmes-là. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux répondre sur ce sujet, mais je suis très intéressé. Je vais juste prendre une question en ligne. Ouais. À l'échelle de l'Europe, est-ce qu'il y a des coopérations en la matière ? Bien sûr, évidemment. Évidemment. Aujourd'hui, une des missions de Viginum, ça a été d'identifier. On ne peut pas travailler, j'en parlais tout à l'heure, on ne peut pas travailler seul. Aujourd'hui, l'État français ne peut pas tout faire. Déjà pas en France. Et Viginum ne peut pas tout faire à l'interministériel. Donc on a besoin de ça. Donc évidemment, il faut étendre ça. Alors chaque pays a son cadre juridique, son cadre normatif, son appréciation de ce qu'est l'atteinte à la vie privée, même si aujourd'hui on a des réglementations européennes très claires, mais aujourd'hui on a une nécessité de partager l'information, à la fois avec des entités administratives, puis à la fois avec d'autres entités. Encore une fois, aujourd'hui on discute à Viginum avec des ONG, on essaye de comprendre et de partager des méthodologies, on essaye même nous d'équiper la société civile de ces outils. Aujourd'hui il y a des structures comme le SEAE, qui est très pionnier en matière de désinfo. Ils ont monté un site internet qui s'appelle EU versus Disinfo dès 2015 de mémoire, et où ils expliquent les narratifs. Voilà, on est en dialogue constant avec eux, très régulier. On a des mécanismes de coopération avec un groupe qui s'appelle G7RM, Rapid Response Mechanism. On a pas mal d'entités de cet ordre-là. Et aujourd'hui, sans trahir de grands secrets, le modèle Viginum inspire beaucoup. Il y a eu pendant la campagne électorale européenne cette notion de Viginum européen. Alors, la lutte contre les manipulations de l'information doit rester, à mon sens, quelque chose d'assez souverain. Il y a des choses de l'ordre de la souveraineté. Tu évoquais ce sujet tout à l'heure dans ta présentation. Mais il y a sans doute besoin d'une meilleure coordination à l'échelle européenne, de partage d'informations. Tout ça, c'est très tarte à la crème, mais c'est du concret pour nous. C'est comment on partage cette info, comment on standardise. Je vous parlais de standardisation de protocole, et c'est aussi pour ça qu'on s'est mis dans ces tracks-là, de pouvoir essayer de standardiser la manière dont on partage l'information. Juste pour clore très rapidement, Olivier, est-ce que tu as envie de rebondir très rapidement ? Bon, la tâche est difficile, en tout cas, mais merci Hervé pour cette démonstration. Et je crois que le terme est bien choisi par rapport à ce que j'ai présenté. On voit bien que les enjeux sont ceux d'une démonstration, des enjeux de transparence, le terme anglais c'est accountability, qui repose bien sur des travaux documentaires, sur des formes de certification, de normalisation. C'est ce que j'ai essayé de montrer. En tout cas, l'enjeu derrière ça, c'est que les compétences informationnelles, documentaires continuent de prendre de l'essor, mais avec une complexité un peu différente, mais ce qui devrait avoir des échos sur nos métiers. L'autre petite difficulté, mais qui est bien démontrée, c'est qu'effectivement, on joue un jeu dans lequel tout le monde ne respecte pas les mêmes règles. Ce qui est évidemment une difficulté un peu majeure, et à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, les tricheurs sont en train de gagner. C'est un peu le souci. Et l'autre problème, c'est que sur les campagnes de désinformation, en fait, ils savent qu'on sait débunker, ils savent assez qu'on est capable effectivement de démontrer qu'ils ont fait du faux, mais la stratégie, c'est plutôt d'arroser et de se dire de toute manière... Et de saturer. Ouais, de se dire que même finalement... Ça va peut-être avoir un impact. Alors, est-ce que c'est un impact direct ? C'est la répétition. Enfin, on ne sait pas exactement. En tout cas, il y a cette idée de noyer l'information, en tout cas la bonne information, sous des flots de désinformation, même si c'est du cheap, hein, effectivement. Et là, c'est intéressant ce que tu montres, parce qu'effectivement, les stratégies ou les techniques sont assez proches de la rédaction web ou du SEO, des trucs un peu pourris qu'on connaît. Donc,
une proximité entre un marketing de qualité médiocre et de la désinformation. Ça en dit long aussi sur peut-être des enjeux éthiques et professionnels qui devraient nous intéresser. Donc là, voilà, l'enjeu il est multiple, hein. C'est pour ça que je l'ai situé du côté technique et politique, et je trouve que l'action de Viginum répond bien à ces aspects-là, parce qu'on voit bien le fait que vous êtes bien bordé par la loi et ce qu'on attend en tant que citoyen. En même temps, on attend un peu d'accountability, c'est un retour sur ce que vous faites. Et puis en tout cas, on espère que derrière, ça a un certain impact. Mais effectivement, comme tu l'as montré, c'est assez facile de rapidement, pour des raisons quasi conspirationnistes, considérer que vous êtes des acteurs d'un complot généralisé et que de toute façon, ce que vous dites ne peut être entendu puisque vous êtes un service de l'État, et comme l'État est forcément... Voilà. Il y a aussi un enjeu de confiance institutionnelle qui est absolument considérable, à la fois sur les institutions publiques, les institutions de journalisme, et on voit bien que tant que la défiance est peut-être le produit dominant, ça sera un peu difficile de lutter contre la logique de désinformation qui aujourd'hui est plutôt celle d'un doute généralisé sur ce qu'on produit. Et ça, c'est peut-être la difficulté majeure, c'est comment finalement on a beau bien travailler, c'est pas sûr qu'on sera totalement récompensé. Donc je ne veux pas être pessimiste sur les missions qu'on attend. Moi, le défaut en tout cas que j'ai envie de dire, c'est qu'on a mis trop de temps à réagir. C'était quand même totalement prévisible. Il y a 15-20 ans, voilà, tout à l'heure, j'étais venu ici à l'ENSI pour parler du Web 2 ou des Foxonomies. Et déjà à l'époque, je montrais en fait les risques inhérents à cette production web, à ce web social, qui était celui d'une possible production massive de désinformation, une baisse de qualité de l'information et des risques conspirationnistes, et qu'il fallait prendre les devants sur plusieurs plans, le plan éducatif, effectivement les plans institutionnels type Viginum. Et j'étais un peu en porte-à-faux à l'époque où tout le monde pensait que le seul volet éducatif était suffisant, quand je pensais déjà il y a plus de 15 ans qu'il fallait mettre en place des systèmes d'autodéfense et des systèmes de sanctions. Ce qu'on a à mon sens tardé à faire. Voilà. Et c'est ce que tu dis, hein, des fois on arrive un peu trop tard après la bataille. Bon, voilà, je ne veux pas être pessimiste non plus, mais en tout cas, si on veut continuer cette lutte-là contre la désinformation, effectivement, l'enjeu, c'est de sensibiliser, de convaincre petit à petit. C'est-à-dire qu'il faut recréer une autre vague, je ne sais pas, par rapport aux vagues de désinformation, je ne sais pas quelle serait la bonne métaphore à créer, mais on a un enjeu, nous aussi, finalement, pour produire quelque chose qui fasse de l'effet à long terme. Ça aussi, c'est important sur la question EMI. En tout cas, si on veut former les citoyens, ce ne sont pas des petites formations au cas par cas, un peu miraculeuses, qui peuvent fonctionner. C'est vraiment une formation très ambitieuse, j'ai envie de dire, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, si on veut réussir quelque chose. Pour l'instant, à mon sens, on y est très loin, malheureusement. Et si je peux juste rajouter un mot sur ce que tu viens de dire, c'est de s'adresser aussi à tous les publics. Aujourd'hui, on a un peu le cliché de il faut éduquer la jeunesse, médias, littératie, etc. Et j'en fais partie, il faut éduquer la vieillesse. Aujourd'hui, la manipulation de l'information, c'est le fait des vieux. Enfin, et encore une fois, je suis dans le lot. Mais il faut adresser tous ces publics-là, très clairement. C'est eux qui ont le vote. Hein. Oui, sur le public des seniors. Mais c'est pour ça que moi, à une époque, j'avais basculé sur le public des seniors, notamment m'apercevant que sur Facebook, le public senior était le plus gros véhiculeur de fausses informations. Mais c'était déjà il y a 10 ans, effectivement. Donc je suis d'accord, effectivement, l'enjeu mais c'est pas simple de reformer. Il y a des enjeux de formation tout au long de la vie qui sont très, très, très complexes à mettre en place. Merci.